Ben voilà, professeur Farah qui nous rejoint. On est désolé, hein, on est deux Algériens. Nous sommes arrivés en retard. Donc, un problème d'avion et passage aussi au niveau de la PAF, l'aéroport tunisien. Mais en tous les cas, on est vraiment très heureux, professeur Farah et moi, d'être ici. La Covid nous joue des tours et j'espère que c'est terminé pour cette épidémie. Donc, j'aurai le plaisir de modérer cette session. Il me semble que le professeur Ball ne pourra pas être avec nous. Et donc, on va commencer déjà qu'on est en retard et j'espère que vous allez me faciliter la modération, mesdames. Hein. Donc, les 30 minutes ou 20 minutes, il faut essayer de les respecter. Donc, on va commencer par le professeur Farah. J'essaie de l'introduire. Elle est professeur chef de service d'une des plus grandes maternités d'Algérie. Et donc, qui va nous parler des complications materno-fétales dans les ruptures prématurées des membranes. Chers collègues, merci Monsieur Wali pour cette introduction. Chers amis, chers collègues et consoeurs et confrères, je suis vraiment heureuse et honorée. Je remercie la Société tunisienne de gynécologie obstétrique de nous avoir invités à assister à son congrès annuel. Et comme l'a dit Monsieur Wali, la Covid nous a fait perdre un petit peu nos bonnes habitudes et on va essayer de les reprendre ensemble. Donc, il m'a été demandé de traiter des complications materno-fœtales par rapport à la rupture prématurée des membranes. C'est un sujet qui est assez fréquent, c'est une situation très fréquente et très présente dans notre pratique quotidienne d'obstétricien. Donc rapidement, à quoi on est confronté ? Dès qu'on a une RPM devant nous, dès qu'on a une patiente qui se présente pour un écoulement, notre premier souci et les premières grandes questions qui se posent à nous, c'est y a-t-il infection ou pas? Ça fera une grande différence dans la conduite à tenir. Est-ce que cette RPM est à terme ou pas à terme? Si elle n'est pas à terme, ça ouvre un gros registre de problématiques de prise en charge par rapport au plateau technique, par rapport à tout ce qu'on a. Et puis, est-ce qu'elle est en travail ou est-ce qu'elle ne l'est pas? En fait, c'est autour de ces trois questions que toute la conduite va s'articuler. Est-ce qu'il y a une infection ou non? Est-ce que cette RPM est survenue sur une grossesse à terme ou pas? Ou est-ce que, troisième question, est-ce qu'elle est en travail ou pas? Parce que successivement, des conduites vont se dégager. Si elle est en infection ou pas, parce que si elle est en infection, quel que soit le terme, quelle que soit la situation, qu'elle soit bi-tricicatricielle à 26 semaines ou à 36, si elle est infectée, il va y avoir une prise de décision telle que on va terminer cette grossesse, il faut qu'il y ait une termination de cette grossesse. Le terme et le pré-terme, c'est très important parce que on exerce et on ne peut avoir que les moyens et la politique de ces moyens. C'est-à-dire surtout la politique de ces moyens. Est-ce qu'on est dans un service où on a un plateau technique qui peut prendre en charge des tout petits bébés? Ou alors non, on va en plus confronter au problème de la prise en charge de ce petit nouveau-né, souvent prématuré. Et est-ce qu'elle est en travail ou pas? Parce que si une RPM survient tôt, notre souci, si elle n'est pas infectée, est-ce que je vais la tocoliser pour gagner encore et grignoter le temps que cet enfant devienne viable dans les conditions dans lesquelles on travaille? Donc, quelques chiffres, selon Savitz, ça toucherait à peu près de 1 à 18%, donc c'est très large comme éventail. Dans notre service, ça pourrait aller donc jusqu'à 31%. Dans notre service, on est dans la fourchette de 3 à 10%. Mais en pratique, le taux de rupture à terme avant le travail est de 8% et des ruptures prématurées avant terme seraient de 3%. Donc, voilà à peu près pour faire un peu d'épidémio. Donc, quels sont les risques devant une RPM? Avant de parler des complications, les risques maternels sont principalement l'infection, c'est que c'est une porte ouverte à l'infection, avec un pronostic fonctionnel qui va ramener avec lui de la morbidité, parce qu'il y a un pronostic fonctionnel, donc on va voir ce que c'est, et parfois, rarement, on a un pronostic vital qui est engagé. Par rapport au fœtus, quels sont les risques? C'est l'infection et la prématurité, c'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est est-ce qu'il est prématuré ou pas? Est-ce qu'il est infecté ou pas? Et est-ce que j'ai les moyens de le prendre en charge?
Donc, Goldenberg avait dit que l'RPM et l'accouchement spontané, l'accouchement prématuré spontané, il y avait une large association avec l'inflammation intra-utérine et l'infection intra-utérine. Donc, quand la poche des os est rompue prématurément, il y a cette infection qui va s'installer. Et Lara avait dit que si on est sur un terme de moins de 28%, on a quand même 80% de risque d'avoir une inflammation, une chorioamniotite. Le rôle des systèmes immunitaires maternels et fœtals est important dans la chorioamniotite et cette association, elle a été démontrée entre le polymorphisme des gènes immunorégulateurs, l'accouchement prématuré, le risque de chorioamniotite, mais surtout le risque d'atteinte fœtale. Parce que l'inflammation est, en fait, actuellement, la discussion est autour de y a-t-il atteinte fœtale ou pas, et est-ce que c'est juste une inflammation autour de cet enfant. Donc, pourquoi les complications? Pourquoi? Parce que le liquide amniotique, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur milieu de culture des germes, et c'est un milieu qui est favorable à la multiplication de par sa richesse. L'infection, donc, elle peut être ascendante, mais elle peut être aussi la cause de l'infection urinaire, de la rupture prématurée. Alors, ces petits bugs sont dus aux 5-6 heures qu'on vient de passer pour arriver à Tunis. Je risque de bugger de temps en temps. Donc, l'infection ascendante, elle est corrélée à l'atteinte de l'œuf, mais aussi elle peut être la cause de la rupture prématurée des membranes. Mais il y a une autre notion, c'est l'infection du cordon ombilical, ou la funiculite, c'est-à-dire l'atteinte des vaisseaux et de la vascularisation fœtale par voie hématogène qui va aller chez l'enfant et on va voir ce qui va se passer. La réponse fœtale à la chorioamniotite et au contenu de l'œuf va être ce qu'on appelle le syndrome de réponse inflammatoire fœtale. En fait, il va réagir en démarrant une réaction inflammatoire générale appelée the Fetal Inflammatory Response Syndrome, qui est à la source des complications néonatales sévères. Ce syndrome-là, syndrome d'atteinte multisystémique et d'inflammation générale, a été décrit comme étant le géniteur ou le précurseur des complications néonatales sévères. Alors, la chorioamniotite, on va commencer un petit peu à la décortiquer. Du côté maternel, c'est une infection intra-amniotique à point de départ cervical ou cervico-vaginal par voie ascendante, point. On sait comment que ça se passe. Il y a une rupture de la poche des os, c'est ouvert sur les voies génitales basses, il y a une flore génitale saprophyte mais opportuniste qui, à l'occasion, va devenir agressive, pulluler dans le liquide amniotique et donner ce qu'on appelle la chorioamniotite. Souvent, parfois, elle est asymptomatique, mais on a quand même nos moyens de reconnaître les précurseurs de cette chorioamniotite. Sur le versant fœtal, c'est une atteinte multisystémique. Il ne s'agit pas juste qu'il est dans un bouillon de culture, mais c'est une atteinte multisystémique avec une contamination fœtale par le liquide amniotique infecté, soit par aspiration, soit qui va l'avaler, soit par contact direct, en contact avec ce liquide qui est infecté. Et tout cela va donner une atteinte des organes génitaux internes et une atteinte, d'où la définition de l'atteinte multisystémique. Alors, les complications maternelles, comme on l'a dit, elles sont plutôt rares et on sait les reconnaître, sauf dans les RPM dites négligées, donc les cas graves, et parfois selon le terrain sur lequel elles surviennent. Mais le versant maternel n'est pas aussi important, il n'est pas aussi... en fait, il est parlant. Quand elle fait une chorioamniotite, on la reconnaît, on la prend en charge rapidement. Alors, quelles seraient ces complications? C'est le recours à la césarienne qui est multiplié par 2 à 3. Et donc, opérer une patiente dans le cadre de l'urgence avec une chorioamniotite, c'est une situation à très haut risque infectieux, thromboembolique et la morbidité peut être plus importante. C'est une situation de complication donc d'endométrite, d'infection du site opératoire ou plus communément appelé les sepsis de paroi, et puis d'abcès pelvien qui seront multipliés par 2 à 4 fois. La bactériémie est retrouvée donc 2 à 4 fois de façon plus importante, donc 10%
des hémocultures sont positifs au streptocoque du groupe B, mais aussi à l'E. coli. Ça veut dire qu'elles font finalement des bactériémies et des décharges dans les vaisseaux. Elles vont présenter plus d'hémorragie du postpartum, avec donc 2 à 4 fois plus importante, et cela est dû au dysfonctionnement de la contractilité utérine par l'inflammation créée de cette chorioamniotite et de cet œuf qui est infecté, mais aussi qui est aggravé par l'état septique. On imagine bien, donc une patiente qui fait une décharge bactériémique avec une atteinte multisystémique, surtout si elle passe en septicémie, si elle fait une hémorragie, souvent elle répond très mal aux moyens de réanimation. Plus rarement, voilà, le choc septique, les complications donc des troubles de la coagulation, CIVD, de syndrome de détresse respiratoire, et parfois on a des décès maternels quand même dus à une RPM négligée qui s'est compliquée donc de chorioamniotite. Sur le versant fœtal maintenant, et c'est peut-être la partie la plus large de l'exposé, les complications, elles sont problématiques. Pourquoi? Parce que parfois l'obstétricien, il veut sauver la mère, sauver l'enfant, et il doit dealer avec certaines conditions imposées à son exercice. Le dilemme perpétuel des équipes par rapport au plateau technique, par rapport à là où il travaille, est-ce qu'il a un néonatologiste, est-ce qu'il a de quoi prendre cet enfant? Et puis, le facteur infection qui, comme je l'ai expliqué au départ, est un facteur déterminant. Alors, l'atteinte multisystémique, comme je l'ai dit, c'est une atteinte donc, qui se fait par voie ascendante. Et là, vous avez plusieurs systèmes qui sont touchés. Donc, l'atteinte placentaire avec une atteinte surtout funiculaire, une atteinte du système nerveux central, une atteinte pulmonaire, une atteinte intestinale et bien d'autres équipes qui ont décrit des atteintes oculaires, thymiques et des problèmes au niveau... il fait extrêmement chaud. Alors, on va commencer par l'atteinte vasculaire. C'est l'atteinte du cordon funiculaire qui est décisif. C'est la chorioamniotite avec la funiculite, ce sont des éléments décisifs suite à l'infection parfois du placenta ou par transmembranaire. Pourquoi? Parce qu'ils vont définir une décharge bactériémique chez l'enfant et parfois ça déclenche le travail et donc provoque un accouchement prématuré. Mais cette atteinte vasculaire primitive va définir en fait, une fois qu'il va faire sa bactériémie, il va y avoir une décharge dans le système, un passage de la barrière hématogène, une atteinte du système nerveux central et le risque d'atteinte précoce de la matière blanche cérébrale. C'est la Plain White Matter Disease, appelée communément la leucomalacie périventriculaire. Cette leucomalacie périventriculaire, elle est au centre du débat de toutes les équipes qui traitent de ce problème. Pourquoi? Parce que le pronostic fœtal est à vie. Ça n'est pas un pronostic immédiat, 3-4 jours, il sort, 20 jours, 15 jours en néonate, tout va bien, il crie, on le remet à la patiente, mais les conséquences, elles peuvent être fatales même à long terme. Un peu de physiopathe, j'aime bien faire ça, c'est que les équipes se sont occupées de comment que ça se passait. Eh ben, il y a une action centrale des microglies activées. Ce sont les cellules lymphocytaires immunitaires innées du fœtus qui protègent le système nerveux central. Une fois qu'elles sont activées par l'inflammation au niveau de cette matière blanche périventriculaire, eh ben, ils ont une action apoptotique sur les neurones, les jeunes neurones qui vont s'installer par deux mécanismes. Une production de cytokines pro-inflammatoires très importante, les TNF, l'interleukine 1 et 6 et l'interféron, avec une altération de la perméabilité vasculaire cérébrale et une perte neuronale avec des troubles du développement du neurone lui-même. Deuxième action, c'est une production de radicaux libres de façon importante qui vont donner des lésions délétères dans ces jeunes neurones qui vont s'installer. Tout cela va donner des lésions donc de la substance blanche qui sont irréversibles parfois et des troubles de la myélinisation. Tout ça est bien entendu sous l'action de l'endotoxine bactérienne. Actuellement, on sait que c'est
l'endotoxine bactérienne. La bactérie n'a pas besoin d'atteindre le cerveau, mais c'est son endotoxine qui peut générer tout ça. À côté de ça, il y a d'autres équipes, des études plus récentes, qui ont ouvert un autre volet qui est l'action neuroprotectrice. Neuroprotectrice qui se fait sous l'action des cortisols endogènes et qui justement donne une régulation et qui est régulée justement par les gènes cérébraux. Donc finalement, c'est un domaine de recherche où tout n'est pas dit. On connaît l'action délétère de l'endotoxine bactérienne sur le système nerveux central et préférentiellement sur la substance blanche périventriculaire, mais on sait qu'il y a des systèmes de défense locaux et endogènes au fœtus qui permettent des actions réparatrices et des actions protectrices. Donc tout n'est pas dit là-dessus. Là, nous, par contre, les cliniciens, bon, j'ai ouvert une feuille, une petite page de physiopathe, mais sur le plan clinique, c'est que l'atteinte cérébrale périnatale est la cause fondamentale des troubles du développement mental. Tous les troubles de développement mental qu'on découvre chez l'enfant par la suite, de l'instabilité neurologique qui peut être à vie, et que c'est des enfants qui vont développer un retard mental, des cérébrales, des retards scolaires et parfois même une atteinte des troubles psychiatriques et même de la schizophrénie. Donc, cette leucomalacie qui peut être locale ou diffuse est la caractéristique des lésions cérébrales, surtout des prématurés des moins de 32 semaines. Donc, les lésions cérébrales, elles sont très importantes et l'IRM faite chez ces nouveau-nés a retrouvé que 21% des lésions périventriculaires modérées à sévères étaient des facteurs prédictifs donc de paralysie cérébrale à l'âge de 2 ans. Donc, vous voyez que on a quand même des répercussions tardives dans l'évolution de cet enfant. Les atteintes bronchopulmonaires, Waterberg avait déclaré que l'association chorio-amniotite avec morbidité bronchopulmonaire était bien présente, avec des risques de syndrome de détresse respiratoire importants, mais aussi de dysplasie bronchopulmonaire, et que l'infection périnatale par cette chorio a exposé l'enfant à des réponses moindres aux soins. C'est-à-dire, même quand on le réanime, il réagissait mal et que ça, même si on le mettait sous respirateur mécanique, il répondait moins. C'était une situation qui aggravait tous les syndromes de détresse respiratoire et qu'il y a une réduction de l'efficacité du surfactant aggravée par cette inflammation et à long terme, ces enfants développeront des pathologies pulmonaires chroniques type hypertension pulmonaire et même asthme. C'est-à-dire que le syndrome d'inflammation intra-utérine de l'enfant à la naissance on va ressusciter, en fait, on va réanimer cet enfant, on va le tenir en bonne oxygénation et tout ça. Mais s'il y a eu atteinte pulmonaire intra-utérine, ça va le prédisposer à des pathologies pulmonaires chroniques. L'atteinte du système cardiovasculaire, l'inflammation intra-utérine est responsable d'instabilité cardiovasculaire chez le fœtus, d'hypoperfusion pulmonaire et d'hypoxie cérébrale, ce qui prédispose bien entendu aux lésions neurologiques. Et cliniquement, cette chorioamniotite, elle est associée à des chutes tensionnelles, à des accidents d'hypoperfusion et au recours aux thérapies d'expansion volumique, c'est-à-dire que c'est des enfants qui ont besoin d'unités de soins intensifs de haut niveau pour pouvoir les récupérer. La septicémie, donc l'atteinte systémique et la septicémie, la diffusion donc de bactérienne du fœtus. Toutes les études donc concluent à que la chorioamniotite clinique et histologique, quand elle est là, il y a un risque de septicémie qui est précoce, même à la naissance, c'est-à-dire même si en intra-utérin on va pas bien, mais à la naissance, l'enfant va déclencher sa septicémie. Le risque est augmenté, bien entendu, par rapport au délai et à la période, combien de temps la poche est restée ouverte, et ce risque est réduit de plus de 80% par une antibiothérapie du péripertum. Pourquoi j'ai mis versus? Parce que la littérature décrit un autre état de fait qui n'est pas qui est à prendre avec beaucoup de précautions, c'est que l'association de septicémie précoce
est associée à l'absence de signes fœtaux d'inflammation. C'est-à-dire que c'est des enfants qui, a priori, sont nés avec de bonnes conditions. C'est-à-dire quand on le regarde, il est bon, il est bien, il n'y a pas de souci, mais quelques heures plus tard, lorsque le pédiatre va lever la garde, dans les premières heures, il va développer sa septicémie. Alors que, a priori, au départ, il n'avait pas de signes, il n'avait pas de détresse, il n'avait pas de trouble de la coloration, il avait un bon apgar, il n'avait pas de signes patents, mais quelques heures après, il va faire une septicémie généralisée. Donc, et la prudence où elle est de mise, c'est que ces équipes-là ont incriminé la prise maternelle d'antibiotiques. C'est-à-dire que, comme si que l'antibiothérapie maternelle décapitait les premiers signes de la septicémie, mais c'est à prendre avec beaucoup de prudence. Donc, l'hypothèse de cette deuxième équipe, c'est que ils ont fait cette étude-là où il y avait une différence, ils ont fait un système de régression multivarié pour avoir quel était le signe, le facteur, le cofacteur, le covariant. Et là, ils ont vu qu'il y avait une perte de signification. Pourquoi? Parce que la maman prenait les antibiotiques. C'est cette étude-là qui a semé le doute. Les mamans qui prenaient beaucoup d'antibiotiques en antépartum, les enfants n'avaient pas forcément de signes patents d'infection et de chorio, mais quelques heures après, ils faisaient des septicémies. Donc, ces enfants-là, quelle que soit la situation de la maman par rapport à la prise d'antibiotiques, il faut être très prudent. Et cela a été expliqué par un modèle animal, c'est que ils ont expliqué que la chorio induite, ils ont provoqué des chorios chez l'animal par une seule exposition, aider à mûrir le système immunitaire inné local du fœtus. Par contre, les stimulations répétées, ça paralysait le système, ça saturait le système immunitaire et donc c'est un facteur de risque de septicémie, mais c'est une hypothèse donc qui a été controversée et l'antibiothérapie reste actuellement de mise. Mais je ne vais pas m'étaler là-dessus puisqu'il y a des topos dédiés à la thérapie. Alors, des atteintes oculaires, c'est la rétinopathie donc du prématuré avec des troubles des vaisseaux rétiniens et des lésions rétiniennes avec des décollements. Et lorsque il y a chorioamniotite et prématurité, les lésions sont beaucoup plus sévères avec risque de cécité. L'atteinte thyroïdienne, Défilissé a décrit une association entre l'hypothyroïdie et la découverte donc de lésions de chorioamniotite. Et l'association RPM, chorio et hypothyroïdie aggraver les déficits de développement neuromental et cognitif chez cet enfant. L'atteinte surrénalienne, donc la chorio était associée à un stress fœtal, ça veut dire qu'il y a un taux de cortisol important, il y a un volume de surrénal qui a été remarqué plus important, ce qui déclenchait le travail forcément de cette patiente et que ça avait entre parenthèses, un effet bénéfique sur la maturité pulmonaire. Bon, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais en Algérie, on sait que quand un enfant, quand la maman fait une RPM, on ne supplémente pas en corticoïdes pour la maturité pulmonaire, puisqu'on sait que la RPM déclenche ce stress, mais il y a des études qui ont, encore une fois, mis de la controverse là-dessus. L'atteinte hépatique, on sait que le foie est un organe de l'hématopoïèse du 3e trimestre. Il y a une augmentation donc de la synthèse des granulocytes. Il y a certaines équipes qui se sont occupées donc de la modification de l'aspect morphologique du foie fœtal comme signe indirect de chorio. Je ne vais pas être longue. L'atteinte intestinale, l'entérocolite nécrosante et les perforations intestinales spontanées sont à redouter chez les nouveau-nés prématurés surtout, nés après une RPM. C'est redoutable, je vous ai dit, surtout la prématurité et ce syndrome inflammatoire fœtal. Le mécanisme est mal élucidé, la pathogénie, elle est multifactorielle par une altération de la barrière intestinale, des troubles immunitaires locaux, l'action de l'endotoxine bactérienne, c'est multifactoriel, mais tout ça est aggravé par la prématurité et bien sûr la fragilité de la paroi intestinale. L'atteinte cutanée, donc, Kim avait décrit une infiltration leucocytaire du derme des enfants qui étaient exposés à ce liquide infecté avec une surexpression, bien sûr, des marqueurs de l'infection et a décrit, bien sûr, les dermatoses bulleuses infectieuses lors des chorioamnionites importantes.
Donc, si on doit se résumer, lorsqu'on a une chorioamniotite avec une atteinte funiculaire maternelle et fœtale, sur le versant maternel, on a un déclenchement de prostaglandine et de changement cervical qui va aller vers l'accouchement prématuré ou le déclenchement il va y avoir un accouchement prématuré. Chez l'enfant, c'est le syndrome inflammatoire généralisé avec synthèse de toutes les cytokines pro-inflammatoires et certains systèmes immunitaires donc de défense. L'atteinte multisystémique, mais surtout cérébrale de l'enfant, va déterminer la morbidité à terme, mais surtout à long terme, incluant la paralysie cérébrale et parfois le décès périnatal. En résumé, toutes les études s'accordent à dire qu'il y a un rôle central de l'infection anténatale dans la genèse des affections chroniques, des lésions cérébrales, pulmonaire et des altérations d'autres fonctions importantes chez le nouveau-né. Mais ce qui est sûr, c'est que l'atteinte cérébrale est là et l'atteinte pulmonaire, elle est à redouter. Les mécanismes sont complexes, mais souvent, ils sont associés. On a l'un avec l'autre. Le rôle du système immunitaire donc induit et module les réactions inflammatoires avec une action délétère sur lui-même par rapport au système nerveux central, comme on a vu avec les microglies activées qui devraient défendre le système, mais une fois qu'elles sont emballées par cette inflammation, elles deviennent délétères. Les études expérimentales sont nécessaires pour élucider tout ça. L'antibiothérapie du péripartum reste déterminante pour le pronostic à la femme maternelle et fœtale. L'atteinte fœtale est encore une fois multisystémique. La réaction inflammatoire fœtale intra-utérine détermine la gravité de la morbidité postnatale. C'est la gravité de la morbidité une fois s'il n'est pas décédé l'enfant. Et la détermination du niveau d'atteinte de l'inflammation fœtale va nous permettre d'avoir le niveau et le type d'intervention thérapeutique. En conclusion, la RPM est un des grands syndromes de l'obstétrique. Il sera toujours d'actualité. On aura toujours des sessions pour l'RPM. Les complications maternelles sont souvent simples, mais peuvent être fatales, comme on l'a expliqué. Les complications fœtales sont conditionnées par l'état inflammatoire intra-utérin. L'atteinte fœtale est souvent et presque toujours multisystémique et la morbidité peut être à long terme, comme on l'a expliqué, souvent par rapport au développement neurologique et cérébral. Et je vous remercie.